Vénérables maîtres, très respectables grands maîtres, grands officiers, conseillers fédéraux, mes sœurs et mes frères, quel fil relie aujourd'hui en ce lieu Monsieur Antoven, la Grande Loge de France, la Loge, le banquet, chacun d'entre vous, la vérité, l'amour et Platon. C'est une belle équation. Un fil grec, bien sûr, celui d'Ariane qui sauva Thésée du labyrinthe, lui permettant d'en sortir, mais aussi d'y entrer. Fil invisible qui nous relie à cette Grèce antique qui n'a d'antique que l'éloignement dans le temps, puisque nous nous saisissons, pour nous en nourrir, toujours et encore, de ces récits, de ces mythes, de ces questions, de cette philosophie, de ce nouveau rapport aux choses, aux mots et à soi, qui émerge pour la première fois dans l'histoire connue des hommes, entre le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Je vous propose d'installer la représentation à laquelle nous participons aujourd'hui dans un espace plus vaste que ce temple, en convoquant quelques scènes extraites de l'histoire réelle et reconstituée. Scènes dans lesquelles des hommes, des femmes se sont confondus avec cette trame mêlant la recherche de la vérité avec la liberté, l'égalité et la fraternité, avec l'espérance de vivre en paix dans un monde où l'amour règne parmi les hommes. Nous sommes moins 500 avant Jésus-Christ. Héraclite, philosophe grec, est assis au bord d'un fleuve. Il observe le mouvement de l'eau qui lui inspire un questionnement et une proposition dont nous avons la trace écrite sur l'impermanence des phénomènes et de la vie. Sa conscience, solitaire et autonome, ouvre l'un des premiers chapitres de l'histoire d'un questionnement sur la réalité, la vérité et la liberté de la dire qui l'accompagne. 380 avant Jésus-Christ, un groupe d'hommes se réunit pour un symposium. Nous avons à l'esprit cette image du banquet de Platon. Ces hommes sont assis, allongés ou debout, ils mangent et boivent, ils s'accordent sur un code de conduite pendant leur débat, et ils parlent, s'écoutent et se répondent. Ils se saisissent de sujets aussi légers et profonds que l'amour, la beauté, la nature humaine, la vérité. Ils construisent leurs idées dans le respect de celles de chacun et tentent d'obtenir une synthèse raisonnable. La société dans laquelle ils vivent leur permet cet exercice. Faisons un saut, nous sommes au XIe siècle après Jésus-Christ, dans une petite église en Europe. Dans le confessionnal, un humble pécheur dévoile ses secrets. Sa conscience fragile espère un pardon. Ce pécheur l'obtiendra, ce pardon, qui lui permettra de continuer à se penser maladroitement et douloureusement jusqu'au jour de la prochaine confession. La répétition de cet acte pendant des siècles, dans toute la chrétienté, avec ou sans la présence d'un intermédiaire avec Dieu, chez des millions d'hommes et de femmes, sera le terreau d'où émergeront de nouveaux rapports à la vérité, avec des consciences rebelles et désobéissantes, qui décideront pour certaines d'entre elles d'habiter le monde autrement que selon les ordres des églises et des temples. Nous sommes maintenant au XVIIIe siècle, en Europe, dans la salle arrière d'un restaurant ou dans un salon de la demeure d'un aristocrate ou d'un bourgeois. Pendant quelques heures, le lieu va devenir celui d'une loge de francs-maçons, dans laquelle, selon un rituel qui organise la circulation de la parole, ces hommes vont, eux aussi, parler de ces mêmes sujets qui circulent toujours dans les consciences, la nature humaine, les passions qui l'habitent, la vérité, mais aussi la liberté, l'égalité et la fraternité. J'aurais pu décrire d'autres scènes, bien sûr, où seuls ou accompagnés, des personnes, des individus, des citoyens ont participé à cette recherche, à ce travail de prise de conscience, dans le cabinet de l'alchimiste, au théâtre, à l'opéra, en lisant un roman, en parcourant les musées, dans des engagements associatifs et politiques, en se confrontant aux idéaux et aux œuvres de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est dans ce temple de la Grande Loge de France à Paris, où nous mobilisons nos intelligences, notre curiosité, notre désir d'apprendre et de nous améliorer, en écoutant un professeur de philosophie talentueux. C'est dans ce temple que se poursuit cette recherche et cette initiation. Ces scènes décrivent partiellement ce vaste mouvement temporel de la pensée, de l'histoire de la civilisation occidentale et aussi de la culture française. Un vaste mouvement d'émergence de la conscience se dévoilant
s'émancipant à travers les acteurs vivants dans lesquels ce processus et cette ascension s'incarnent. Nous sommes les héritiers de la Grèce et d'Athènes, qui nourriront Rome, puis ce christianisme qui a quitté Jérusalem pour rejoindre Alexandrie et Antioche. La Grèce et Athènes qui reviendront bousculer Platon avec Aristote pour relancer la pensée de la fin du Moyen-Âge et permettre l'éclosion de la scolastique chrétienne, qui ouvrira malgré elle la porte aux idées nouvelles qui fonderont l'humanisme du XVIe siècle, puis les Lumières au XVIIe et XVIIIe siècle. De cette incessante transmission émergera le sujet moderne, une merveille de l'histoire humaine. Libre et autonome, pensant par lui-même, contrôlant ses passions, responsable de lui-même et des autres, seul face à son obligation de se construire avec ses mots et ses idées. Un sujet qui choisit les critères des vérités qu'il reconnaît et qui les utilise pour servir des idéaux qui servent tous les hommes. Un sujet qui place au centre de ses préoccupations le souci de soi et la recherche d'un bon et juste gouvernement de lui-même et des autres. Ce sujet, cet idéal, c'est ici chacun de nous, à égalité de droits et de devoirs, d'assumer cette tâche émancipatrice. Nous avons une dette et un devoir de mémoire envers ces illustres penseurs qui ont ouvert les voies de notre affranchissement et envers ceux qui ont pris le relais. Je cite maintenant quelques noms de ces hommes et femmes illustres qui nous permettent d'être ce que nous sommes dans une société ouverte et libre. Platon, Aristote, Descartes, Montaigne, Diderot, Rousseau, mais aussi Camus, Foucault, Hannah Arendt, Aron et tous ceux auxquels vous pouvez penser. Je rajoute immédiatement tous ces anonymes, hommes et femmes qui ont contribué et contribuent chaque jour, en pensée et en action, à l'émergence et à l'épanouissement de cette idée de l'homme. Sans eux, Platon et ses successeurs n'auraient pas été utiles. Cette idée qui nous constitue et nous accompagne semble dans notre société aller d'elle-même, quand tout va bien. Illusion évidemment qui éteint notre vigilance. Mais aujourd'hui, dans un monde contemporain où cette idée de l'homme est attaquée frontalement par des idéologies religieuses, identitaires et des totalitarismes, dans un monde où tout ne va pas bien, cette idée est menacée par des modèles que nous avons trop rapidement jetés dans les oubliettes de l'histoire et qui, en dehors du fait qu'ils nous obligent à faire le deuil de notre capacité à convaincre, se mobilisent pour nous exclure de cette histoire. Tirons profit de cette configuration historique pour comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons, pour consolider notre défense et notre réponse. Pour cela, il est nécessaire de connaître cette histoire du sujet, de connaître son archéologie, sa généalogie, de découvrir la genèse de cette éclosion d'un certain type d'homme qui s'interroge librement sur ce qui l'entoure et ce qu'il est, sur ce qui l'anime, le freine, sur ce qu'il peut et doit faire pour atteindre la paix, la vérité et l'amour. Histoire de la conscience qui s'émancipe, histoire de la vérité qui se découvre immergée dans des récits qui l'enferment et dont elle devra s'extraire, histoire des rapports de force et de pouvoir qui sont à l'œuvre au service d'un humanisme bienfaisant contre un état aliéné de l'humanité. Pour cela, il faut désirer connaître, s'exposer à l'inconnu et à l'incompréhensible, expérimenter des récits plus ou moins crédibles, affronter les méandres du langage qui en dit plus long que celui qui parle, douter et recommencer sans cesse, passer le flambeau à ceux qui inventeront de nouveaux concepts. Platon et Socrate sont des précurseurs qui ouvrent la boîte de Pandore de la soif de la connaissance, avec la question de savoir comment l'étancher. Cette question n'est pas résolue, nos résultats restent instables et fragiles, nos capacités à trouver la vérité et à devenir vertueux sont insuffisantes. Platon et Socrate ont, avant nous, constaté que l'ignorance, le fanatisme et les ambitions déréglées agitent le monde des hommes. Ils ont construit avec leurs moyens une méthode pour soutenir des propositions dont le but était de réguler les passions et promouvoir le meilleur en l'homme. Les frères qui ont fondé la loge Le Banquet il y a 20 ans se sont rencontrés au début des années 2000. Ils étaient des acteurs dans des associations de lutte contre les discriminations.
Ils ont participé à l'élaboration et à la promotion des évolutions législatives pour l'égalité des droits dans des domaines comme la lutte contre le sida, le Pacs, le mariage pour tous, etc. C'est sur ce terrain que des amitiés se sont forgées et naturellement, c'est dans une nouvelle loge qu'ils ont voulu poursuivre ce travail. Ils ont choisi de l'appeler Le Banquet parce qu'ils se sont identifiés avec cette image du banquet de Platon que j'évoquais au début de mon intervention, avec l'esprit de ce texte et avec la méthode socratique. Ils ont décidé de fonder une nouvelle loge pour poursuivre autrement l'œuvre commencée dans le monde profane, pour approfondir leur réflexion sur ce souci de soi et des autres, avec la même quête de s'émanciper, en écho avec la sentence inscrite sur le temple de Delphes « Connais-toi toi-même », avec la même exigence de vérité partagée, la même espérance de fraternité et d'amour entre les hommes. Vaste programme qui nous anime toujours. Vaste programme que la pratique maçonnique, la méthode adogmatique de notre obédience, la Grande Loge de France, nous offre en partage depuis des siècles. Cette méthode est aussi celle de Socrate, au carrefour d'une psychologie de la connaissance et d'une philosophie de la connaissance. Méthode qui nous invite à reconnaître nos erreurs, nous débarrasser des idées erronées et à prendre conscience qu'il est possible de penser et d'agir autrement. Méthode maïeutique qui mobilise les outils de la pensée pour faire accoucher chez l'autre cette idée qu'il n'imaginait pas détenir et qui le libérera. Monsieur Antoven va ce soir peut-être endosser le rôle de Socrate pour nous enrichir. Il participera dans tous les cas par son enseignement à l'émergence de cet homme, de cette femme, vrai en toutes circonstances et soutenu par un cœur intelligent. Le décor est planté, le fil qui nous relie apparaît. Vous tous, une lanterne à la main, votre conscience, la grande institution, la Grande Loge de France qui nous abrite, riche d'expériences séculaires au service de la vérité, de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, et les frères du banquier servant de pont à l'expression d'une parole franche et lucide, celle de M. Antoven que nous allons entendre. Je vous remercie. Vénérable maître, mes sœurs et mes frères, j'ai dit. Merci à tous de cet accueil si chaleureux, et si chaleureux. C'est une joie pour moi d'être ici. C'est un bonheur et un honneur d'être là, comme à chaque fois d'ailleurs. C'est un bonheur parce que la fraternité dont vous parlez s'étend au-delà de la communauté que vous formez. C'est tout l'intérêt de la fraternité que vous mettez en œuvre. C'est une fraternité qui est celle d'une communauté et qui pourtant n'a rien de communautaire. Vous êtes une communauté anti-communautaire. Et je dois dire que c'est extrêmement précieux. Et que je suis heureux pour ce soir, en tout cas, de m'inscrire dans cette histoire d'une certaine manière, en vous parlant du banquet, dont je mesure l'intérêt qu'il peut représenter pour cette loge, naturellement, même si je trouve que vous vous faites, monsieur l'orateur, une idée un peu irénique des participants au banquet, qui étaient quand même ronds comme des coins à la fin de la soirée, et dont la décence, si vous voulez... Enfin, bref, on va en reparler, Bon, alors, évidemment, le banquet, c'est un texte sublime, bien sûr. C'est un texte sublime qui manipule des questions fondamentales et qui le fait de façon très ludique, très amusante. Les questions fondamentales sont innombrables. J'en donne quelques-unes pour vous donner l'ambiance. Pourquoi vivons-nous la solitude comme une séparation? De quoi est-on séparé quand on est seul? Existe-t-il au monde une chose assez aimable pour qu'on la désire encore alors qu'on la possède déjà? Le corps de l'autre est-il un obstacle à sa connaissance? La hideur physique est-elle une preuve de la beauté intérieure? Peut-on s'abstenir par amour de faire l'amour? Le genre de questions qui se posent dans le banquet et que je sache, tout le monde, un jour ou l'autre, du moins je le lui souhaite, se pose un jour les questions du banquet. Autre chose que je voudrais faire remarquer sur ce texte que je vous invite vraiment à relire, à lire ou à relire,
Autre chose intéressante, c'est que c'est un texte qui a une structure en oignon. Je m'en explique très simplement. Apollodore expose à son interlocuteur le récit qu'Aristodème lui a fait du fameux banquet où, le vin venu, Socrate rapporta aux convives le récit que Diotime, prêtresse de Mantinée, lui avait fait elle-même du banquet des dieux et de la naissance d'Éros. Autrement dit, comme un cœur battant, dont les mots préservent la pulpe et les frémissements, ou comme un secret qui n'exige pour être dévoilé que la patience du lecteur, la naissance du Dieu amour dans le banquet est un mythe qui se trouve dans un récit rapporté au cours d'un banquet dont l'un des convives fait le récit à celui qui, pour finir, le raconte à un ami. Texte dans le texte, dans le texte, dans le texte. Le banquet est un trésor qu'il faut conquérir, et le lecteur est un chercheur d'or ou un peleur d'oignons, c'est vous qui choisissez la métaphore. Une observation également, le banquet a lieu à l'occasion du Agathon, qui est un Athénien fort riche, vient de remporter le concours des grands de Dionysie, avec sa première tragédie, jouée devant des milliers de spectateurs. Et après avoir dignement fêté l'événement, il donne le lendemain une soirée plus discrète où ne sont invités que des personnalités éminentes. Et c'est dans ce contexte que le banquet a lieu. Et c'est dans ce contexte que Socrate décide de s'y rendre. Et alors, chose extraordinaire, Socrate s'est fait beau. Il s'est fait beau, il s'est quasiment parfumé, il sent bon et il porte des sandales. Ce qui est très rare chez Socrate. Il faut savoir que le grand Socrate, qui est comme donc le père de la philosophie moderne, le père de toute philosophie d'une certaine manière, est lui-même, comme tout homme, pétri de contradictions spectaculaires. D'abord, Socrate est un homme plutôt riche, mais qui vit comme un démuni. Il va nu-pieds, il est simplement vêtu. Donc c'est un homme plutôt riche qui vit comme un démuni. Il va le plus souvent nu-pieds, il est vêtu simplement. C'est un homme qui passe pour tempérant et qui professe le mépris de la chair. Mais Socrate a une descente extraordinaire, les lèvres sensuelles et un regard gourmand. C'est un homme qui passe pour un révolutionnaire alors que c'est un conservateur qui obéit inconditionnellement aux lois et aux institutions au point même de refuser de s'évader alors qu'il est condamné à mort par ces mêmes lois. Et enfin, c'est un type qui passe pour un mauvais orateur alors qu'il fascine toujours son auditoire. C'est un rationaliste ardent qui défend la raison et qui pourtant ne cesse de se fier à la parole d'un démon qui s'adresse à lui chaque fois qu'il doit prendre une décision. Enfin, c'est un convive délicat, d'une exquise politesse et qui, pourtant, arrive toujours à la bourre. Dit comme ça. Et alors, Socrate, débarquant chez Agathon, se voit tout de suite invité par Agathon au plus près de lui. Les invités prennent alors l'engagement de ne pas trop boire, de ne boire qu'avec modération, de ne pas trop boire parce qu'ils ont tous la gueule de bois à cause de la fête qu'ils ont donnée la veille. Et au lieu de boire, ils se disent on va parler d'amour. Et donc c'est à chacun à qui parlera le mieux d'amour. Je vous fais grâce des premiers discours, les amis, vous avez la possibilité de les lire. Ils n'ont pas grand intérêt délibérément. C'est tout l'intérêt dramatique du banquet, évidemment, chez Platon. Les premiers discours n'ont pas grand intérêt. Vous avez le discours de Phèdre, premier discours, qui est applaudi poliment par les invités. Puis vient le discours de Pausanias, qui alors Pausanias, il y a déjà une valeur ajoutée dans son discours, c'est qu'il explique que Aphrodite est double, qu'elle a deux natures, et qu'en cela, il existe deux amours. Il existe une Aphrodite céleste, à laquelle correspond un amour céleste, c'est-à-dire totalement étranger à l'élément féminin comme à l'impulsion brutale, et il existe une Aphrodite populaire, dit-il, qui est plus sensible aux faits de la chair. Donc, c'est première distinction dans le discours de Pausanias qui augmente un peu l'intérêt du discours. Et puis arrive le tour d'Aristophane. Et Aristophane, il faut savoir que Aristophane est le pire ennemi de Platon. Non parce que c'est un dramaturge de génie, mais parce que
Dans les Nuées, le texte d'Aristophane, Aristophane dresse le portrait calamiteux d'un Socrate qui vit dans une nacelle, en apesanteur, et qui corrompt la jeunesse de loin. Ce faisant, Aristophane est celui qui, historiquement, a contribué à faire passer Socrate pour un danger public. Et c'était pas difficile de le faire dans l'Athènes vaincue par Sparte, une cité qui doute d'elle-même et prompte à se donner des boucs émissaires. La pièce d'Aristophane, Les Nuées, a fait pencher la balance en faveur de la condamnation à mort de Socrate pour impiété et corruption de la jeunesse. Et en un sens, la pièce est à l'origine des innombrables dialogues où le disciple de Socrate, Platon, décidé à venger la mémoire de son maître, met en scène l'affrontement de Socrate et des sophistes les plus redoutables de son temps. Or, Aristophane, qui fait donc partie des membres du banquet et qui doit prendre la parole, au moment de prendre la parole, se voit saisi d'un hoquet. Platon le fait hoqueter. Quand Platon vous fait hoqueter, c'est qu'il a une dent contre vous. Pour l'éternité, Aristophane hoquette. Il a un renvoi. Ça va pas. Il n'est pas en mesure de parler. Et alors Éric Zimac, qui est le médecin de la bande, lui dit, écoute, parce que Aristophane lui dit, Éric Zimac, soit tu arrêtes mon hoquet, soit tu prends la parole avant moi. Et Éric Zimac lui dit, écoute, tu sais quoi, je vais faire l'un et l'autre. Commence, c'est de Platon qu'on en retient le conseil, commence par retenir ton souffle assez longtemps. C'est dans le banquet que ce premier conseil apparaît, ce conseil qu'on a tous donné à quelqu'un. Retiens ton souffle. C'est Platon. Commence par retenir ton souffle assez longtemps. Si ça ne marche pas, gargarise-toi avec de l'eau et enfin prends quelque chose pour te gratter le nez et éternue. Réponse d'Aristophane, je vais essayer tout ça. Platon se régale à décrire Aristophane comme ridicule. Et donc Éric Zimac fait son discours, un discours où il étend la distinction de Pausanias entre les deux amours au monde entier, en parlant du froid et du chaud, de l'amer et du doux, du sec et de l'humide. Mais vraiment, c'est pas ça qui change la lettre du texte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Éric Zimac le parle le temps que Aristophane dissipe son hoquet. Et donc Aristophane peut prendre la parole après avoir guéri donc de son ridicule. Et c'est là que les choses deviennent extraordinaires. Platon met dans la bouche d'Aristophane le plus beau passage du banquet, ou l'un des 2 ou 3 plus beaux passages du banquet, un discours absolument extraordinaire, un discours merveilleux. Et je vous ai dit en préambule que parmi les grandes questions qui étaient agitées dans le banquet, il y avait la question de savoir pourquoi nous vivons la solitude comme une séparation. Et bien voilà le traitement que Platon en propose dans le banquet sous la forme du discours d'Aristophane. Que dit ce discours ? Qu'autrefois, chez les humains, il y avait 3 genres, le mâle, la femelle et l'androgyne. La forme de chacun constituait un tout, avec un dos arrondi et des flancs bombés. Ils avaient 4 mains, 4 jambes, 4 oreilles, 2 organes de la génération et 2 visages identiques sur un cou parfaitement rond de part et d'autre d'une tête unique. Tantôt, ils se déplaçaient en ligne droite, tantôt, quand ils se mettaient à courir, ils faisaient la roue en s'appuyant sur leurs 8 membres, et en cette démarche circulaire, ils ressemblaient à leurs parents. Le genre mâle tirait son origine du soleil, la femelle de la terre, et l'androgyne de la lune. Et, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones tout à l'heure. Et alors, ces êtres primitifs, étaient d'une force terrible et d'un tel orgueil qu'un jour, ils ont décidé de s'en prendre aux dieux eux-mêmes et donc d'escalader le ciel. Les dieux sont embarrassés, ils ne peuvent pas ne pas les punir, mais les anéantir eût été se priver de quantité d'offrandes. Comment faire ? C'est là que Zeus a eu une idée. Il dit « Je veux les châtier, mais je ne veux pas les rendre plus faibles. Je vais les couper en 2. Je vais les couper en 2.
Et Zeus coupa, comme on coupe les œufs avec un crin, dit Platon. Et chaque fois qu'il coupe un géant en deux, il demande à Apollon de lui retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, pour que ça le rende modeste, et de guérir le reste. Et alors Apollon, médecin, ramenant de toutes parts la peau, attache le tout comme on fait des bourses à cordon, en ne laissant qu'une ouverture appelée nombril. Traduction, le nombril est apparu à la suite d'un coup de foudre. Car c'est avec la foudre, naturellement, que Zeus nous a fendus. Zeus nous fend et le nombril est apparu. Et alors, évidemment, raconte Aristophane, quand l'être primitif eût été dédoublé, chacun, pleurant sa moitié, tentait de la rejoindre, et ils s'embrassaient, s'enlaçaient vainement et se laissaient mourir de faim. Ainsi, l'espèce s'éteignait. Alors, pris de pitié, Zeus a transporté sur le devant les organes de la génération, et fit que, par ce moyen, les hommes engendrèrent les uns dans les autres, par l'organe mâle dans l'organe femelle. Parce que jusqu'alors, il faut savoir que ces êtres primitifs portaient leurs organes sur la face extérieure, et ils engendraient non point en s'unissant, mais dans la terre. Comme dit Socrate, les cigales naissent de la terre. Et donc, à partir de là, si un homme s'accouplait avec une femme, l'espèce se perpétuait. Si un homme s'accouplait avec un homme, ils trouvaient une satiété dans leur rapport et pouvaient ensuite se consacrer à des travaux plus importants. Et, or, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce discours, ce qu'on comprend, c'est que Aristophane ne fait que donner forme mythologique au sentiment que l'être que nous aimons est notre moitié. Et notre moitié. Et que sans cet être-là, nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes. C'est le texte qui donne corps à l'idée que l'amour vient compléter une béance originelle. Mais c'est ce texte également qui explique que la copulation, qui mime la fusion, réalise en réalité l'abîme. Les organes de la génération ne nous ont été donnés par les dieux que pour que nous compensions le temps de l'ivresse, le temps du plaisir, le sentiment désespérant d'être seul, c'est-à-dire d'être séparé de l'essentiel. Le discours d'Aristophane est magnifique. Et amour, dit Aristophane, est le Dieu qui promet de nous rétablir dans notre nature première. C'est celui qui dicte à chacun le désir de trouver son semblable. Alors, notez au passage que pour Aristophane, le semblable peut être, toutes les combinaisons sont possibles. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Il n'y a pas du tout de hiérarchie. Si, il y a une hiérarchie. Chez Aristophane, comme chez Platon, l'homosexualité est préférable à l'hétérosexualité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les préservatifs n'existant pas, l'hétérosexualité vous exposait au risque considérable de vous perpétuer sur un mode mineur, comme dit Platon, c'est-à-dire de vous reproduire en somme, et par là même de vous consacrer désespérément à l'éducation de ces nouveaux venus, et donc de négliger tout l'intérêt que vous pourriez porter à de belles choses, à des lois, à des beaux discours, etc., etc. Alors que l'homosexualité a ce grand avantage de ne pas vous exposer à la reproduction. Autre temps, autre mœurs. L'homosexualité vous dispensant du fardeau de la reproduction ouvrait pour vous la perspective, justement, d'une éducation véritable. C'est ce qu'on a appelé l'éducation socratique de l'enfant. Alors, là encore, autre temps, autre mœurs. Après le discours d'Aristophane, tout le monde est un peu émerveillé, et arrive Agathon. Agathon, ce qui est intéressant dans le discours d'Agathon, ça n'est pas le discours lui-même d'Agathon, c'est la certitude d'Agathon de faire un beau discours. Et pourquoi croit-il qu'il fait un beau discours ?
parce qu'il fait un discours bourré de superlatifs. Amour est le plus heureux des dieux, le plus beau, le meilleur. J'en veux pour preuve de sa jeunesse qu'il fuit la vieillesse à toutes jambes. Amour est le plus jeune des dieux, amour est le plus délicat, amour est flexible, il se glisse dans l'âme et en sort inaperçu. C'est le dieu de la vertu, il ne cause ni n'endure d'injustice, il tempère les plaisirs, soumet les hommes aux lois. C'est un poète qui rend poète celui qu'il touche, il est créateur dans tout ce qui ressort aux muses. Luxe, délicatesse, volupté, grâce, passion, désir sont ses enfants, c'est notre soutien, notre sauveur, etc., etc., etc. Il en fait des caisses. Bien. Et Agathon fait son discours en habitué, en vainqueur, en celui qui a remporté les Dionysies la veille et qui donc dont l'ego se pose sur la table. Et Socrate réagit en lui disant, c'est là que Socrate fait intervenir son ironie. Socrate réagit en lui disant, dis donc, je vous l'avais bien dit que je serais embarrassé parce que je n'avais pas compris l'exercice de ce soir. Je croyais naïvement, dit Socrate, qu'avant de l'embellir, on devait dire la vérité sur l'objet de son éloge. Or, à vous entendre, je comprends qu'en fait, la bonne méthode, c'est d'attribuer à l'objet les plus grandes qualités possibles, que cela soit vrai ou non. En remuant ciel et terre pour attribuer à l'amour toutes les qualités, vous voulez le faire paraître splendide aux yeux des ignorants. Moi, je fais l'inverse, je dis la vérité comme elle me vient. Et on lui dit, mais alors vas-y, Socrate, prends la parole. Et Socrate lui dit d'abord, je voudrais juste poser quelques questions à Agathon. Et ce passage est important parce que c'est le seul passage du banquet qui relève de la maïotique au sens dialogué du terme. La plupart des dialogues de Platon sont effectivement des dialogues avec des courtes répliques. Vous savez, c'est comme les gens qui, à l'époque, vous disaient oui, sur Twitter, on ne peut pas faire de philosophie puisqu'on ne peut pas écrire plus de 280 signes. Mais quand vous lisez les dialogues de Platon, les répliques ne sont pas plus grandes que ça, ne sont pas plus longues que ça. Une idée qu'on ne peut pas faire tenir en 280 signes, c'est une idée bancale. De la même façon, dans quantité de textes, le Gorgias, le Ménon, etc., la République, vous avez quantité de dialogues, de moments dialogués, comme il va y en avoir un ici. Le dialogue est très intéressant. C'est Socrate qui, après avoir entendu le discours soi-disant sublime d'Agathon, lui dit « Dis-moi, Agathon, tu as bien fait de commencer en disant qu'il fallait connaître la nature de l'amour, mais tu m'as pas dit si l'amour était amour de quelque chose ou amour de rien. » Dit Agathon, amour de quelque chose, évidemment. Ah, bon, dit Socrate. Et amour désire ce dont il est amour. Oui, dit Agathon. Ah bon, dit Socrate. Mais dis-moi, mon bon, ne désire-t-on pas ce dont nous manquons? Que veux-tu dire? Si tu étais grand, voudrais-tu être grand? Non. Si tu étais riche, voudrais-tu être riche? Non, par Zeus. Donc, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce dont on manque, dont on a le désir. Oui. Or, amour, désir, être beau. Oui. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il ne pouvait y avoir d'amour du lait. Donc, amour est amour de la beauté. Oui, bien sûr. Et donc, amour manque de beauté, puisqu'il la désire. Ah non! Mais comment? Puisqu'on désire ce dont on manque, l'amour peut-il être beau tout en étant amour de la beauté? Ah, dit Agathon, je crois que j'ai parlé avant de savoir. Je ne suis pas de taille à te contredire, Socrate. Et Socrate lui fait cette réponse magnifique, il lui dit non, Agathon, c'est la vérité que tu ne peux pas contredire. Socrate, lui, on le contredit aisément. Et donc on en vient, dans le banquet, au discours de Socrate. Passer ce préambule qui est fondamental. D'abord parce que Socrate use de l'ironie, parce que Socrate, en 2 phrases, en 2 questions candides, montre à celui qui était imbu de lui-même que son savoir, c'est l'équivalent d'une outre vide. Donc c'est un passage absolument essentiel et c'est un préambule à un moment non dialogué de Socrate qui est le récit de la rencontre de la prêtresse de Mantinée, de Diotime, prêtresse de Mantinée, dans lequel elle-même lui raconte le banquet des dieux. J'insiste sur le fait qu'elle raconte le banquet des dieux parce que c'est un banquet dans le banquet, comme il y a du théâtre dans le théâtre. Alors, donc Socrate, d'abord, il faut savoir que Socrate a posé ces questions à Agathon parce que lui-même était dans la position d'Agathon quand il s'adressait à Diotime.
Et il lui dit, on prend l'échange quasiment en cours, c'est très cinématographique, on prend l'échange quasiment en cours. Que dis-tu, Diotime, dit Socrate le jeune. Amour est laid et mauvais? Allons, dit Diotime, crois-tu que ce qui n'est pas beau soit forcément laid? Ben oui, mais non. Il y a un milieu entre les deux, comme il existe un milieu entre le savoir et l'ignorance. Ah bon? Mais oui, on appelle ça une opinion droite. Elle touche au réel sans savoir pourquoi. C'est un milieu entre la pensée juste et l'ignorance. Comprends donc, Socrate, que ce qui n'est pas beau n'est pas forcément laid. Les choses sont plus nuancées. Mais pourtant, Diotime, tout le monde convient qu'Amour est un grand Dieu. Dis-moi, Socrate, qui est tout le monde? Écoute, oserais-tu soutenir qu'un Dieu n'est ni beau ni heureux? Non, par Zeus, jamais. Pour cette raison, l'amour qui désire le bonheur et la beauté ne les possède pas, donc l'amour n'est pas un Dieu. Mais que serait l'amour alors? Demande Socrate effrayé. Un mortel? Là encore, dit Diotime, amour est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel. C'est un démon qui traduit et transmet aux dieux tout ce qui vient des hommes et aux hommes tout ce qui vient des dieux, de manière que le tout soit lié à lui-même. Et là, Diotime en vient au mythe de la naissance d'Éros. Je fais juste une petite parenthèse dans ce récit sur la question même du mythe chez Platon, l'utilisation du mythe chez Platon. Platon, dans la République notamment, présente le mythe comme des contes de vieilles femmes, des contes de bonnes vieilles femmes, c'est l'expression qu'il emploie, c'est-à-dire des fadaises. Et dans le même temps, il ne cesse de forger des mythes. Dans la République, c'est lui qui forge le mythe de l'Atlantide, le mythe de Gygès, le mythe d'Air le Pamphilien. Il y a quantité de mythes dans l'œuvre de Platon, quantité de mythes, énormément de mythes. Et chacun de ces mythes vient en réalité a une vertu pédagogique, c'est-à-dire qu'il s'agit pour l'auteur de s'adresser au cœur, aux yeux, d'impressionner celui que l'on prétend convaincre, de persuader par la beauté de ce qu'on raconte celui que l'on prétend convaincre. Donc il y a une utilisation pédagogique du mythe chez Platon et une invitation qui est faite par lui-même à ne pas prendre ces mythes au premier degré. Si vous lisez par exemple La République de Platon, le livre 10 de La République raconte le mythe d'Air le Pamphilien, c'est le plus important, on aurait pu faire une soirée entière là-dessus, peut-être le fera-t-on un jour, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais c'est une parabole sur la question de la responsabilité. Et c'est un mythe où on voyage chez les morts, c'est absolument magnifique. Et donc là, j'en viens à l'un des mythes les plus fameux de l'œuvre de Platon, le mythe de la naissance d'Éros. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux étaient au festin. Et parmi eux se trouvait l'opulent Poros, dont le nom signifie abondance. Poros, ivre de nectar. Monsieur Abondance s'endort dans le jardin. Et arrive à ce moment-là Madame Pénia, qui a donné la pénurie, c'est-à-dire Madame Carence, Madame Manque, qui, manquant de tout, vient mendier après le dîner. Et voyant son antipode endormi, que fait-elle? Elle profite de son sommeil, ce qui, dans ce sens-là, est moins grave, et s'accouple avec lui et tombe enceinte de l'amour. Résultat, Amour est fils de Poros et de Pénia. Il est fils d'abondance et de pénurie. Et donc il se trouve dans la condition particulière que voici. D'abord, il est toujours pauvre, il est loin d'être délicat, loin d'être beau, il est rude, il est dur, il va nu-pieds, il est sans gîte, il couche par terre à la belle étoile, près des portes, sur les chemins, car il tient de sa mère, dit Socrate, enfin dit Diotime, et le besoin l'accompagne toujours. Mais,
À l'exemple de son père, il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur de premier ordre, il ne cesse d'inventer des ruses, il est désireux du savoir, il sait trouver les passages qui y mènent, et il emploie à philosopher tout le temps de sa vie, il est merveilleux sorcier, magicien, sophiste, ni pauvre, ni riche, ni immortel, ni mortel, la même journée, tantôt il fleurit, tantôt il vit, tantôt il meurt, tantôt il revit. Enfin, et c'est ça qui compte, et c'est pour ça que le banquet est si important. Et on est là au cœur de l'oignon. Amour tient le milieu entre le savoir et l'ignorance. Cette idée-là est fondamentale. Et je fais un petit détour dans l'œuvre de Platon. On quitte le banquet un instant. J'ai commencé à parler à 20h30. J'en déduis que j'ai encore 20 minutes. C'est ça. Bon. Bien. Je fais donc un petit détour dans l'œuvre de Platon, un autre dialogue, le Ménon. Dans le Ménon, à un moment, Socrate et Ménon se proposent de chercher ce qu'est la vertu. Et Ménon lui dit, mais comment peux-tu chercher quelque chose que tu ne connais pas? C'est pas idiot comme objection. Et c'est là que Socrate développe sa théorie de la réminiscence. Il dit, tu n'aurais pas l'idée de chercher la vertu si d'une certaine manière tu ne savais pas déjà ce qu'elle est. La recherche n'est que la recherche d'un ressouvenir. Il s'agira pour toi de te souvenir de ce que tu sais déjà, et tu n'aurais pas le désir de la chercher si tu n'en avais pas le souvenir. Mais surtout, c'est là que Socrate explique qu'il y a deux ennemis de la connaissance. D'un côté, les savants, de l'autre, les ignorants. Pourquoi? Parce que les savants, sachant qu'ils savent, ne cherchent pas à savoir. On appelle ça les gens dogmatiques. Et les ignorants, ignorant qu'ils ignorent, ne cherchent pas à savoir non plus. On appelle ça aussi les dogmatiques. Et entre ces deux ennemis, le savant qui sait qu'il sait, l'ignorant qui ignore qu'il ignore, le Dieu d'un côté, l'animal de l'autre, entre ces deux ennemis, si j'ose dire, entre ces deux figures du savoir ou d'un savoir inabouti ou d'un savoir justement qui se croit abouti, se trouve celui qui sait qu'il ne sait pas, dont le savoir se résume à la conscience de son ignorance, et qui occupe cette position intermédiaire entre la plénitude du savoir et la vacuité de l'ignorance. Et cette position intermédiaire, c'est la position humaine par excellence. C'est notre condition. Et c'est cela que Socrate décrit comme la condition du philosophe. C'est en cela que nous sommes philosophes, qu'on le veuille ou non. Nous sommes un intermédiaire entre le savoir et l'ignorance. Comme amour est un intermédiaire entre le savoir et l'ignorance. Encore une fois, les dieux ne cherchent pas à devenir savants puisqu'ils le sont. Les ignorants ne le cherchent pas davantage puisqu'ils ignorent même qu'ils ignorent. Dans un cas comme dans l'autre, on ne désire pas la chose dont on ne croit pas qu'elle nous manque. Et donc, amour, lui, est philosophe. Il est philosophe dans la mesure où il recherche exactement le savoir, c'est-à-dire il recherche le savoir qu'il n'a pas. Il est amour de la philosophie. Un point sur cette définition très classique. La philosophie, comme vous savez, étymologiquement désigne l'amour du savoir. Or, comme nous aimons ou nous désirons ce qui nous manque, ce que nous ne possédons pas, l'amour du savoir est un aveu d'ignorance. L'amour de la sagesse est un aveu de déraison, puisque nous désirons précisément ce qui nous manque. Il est déraisonnable de désirer la raison, puisque le fait même qu'on la désire témoigne de son absence en nous. Alors, on dit souvent de la philosophie qu'elle est amour du savoir et donc désir de savoir. Autrement dit, ou amour de sagesse. Et autrement dit, c'est un amour fou. Et pourquoi est-ce un amour fou? Parce que l'objet qu'elle se donne est fatalement, immanquablement hors de sa portée. On désire toujours décrocher la lune. Le banquet met en œuvre l'un des sens profonds
du mot de désir. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, après tout il y en a plein dans le texte lui-même, donc c'est pas grave. Parenthèse dans la parenthèse, l'étymologie du désir. Savez-vous d'où vient le mot désir? Désir vient du latin sidus, qui veut dire une étoile, génitif sideris, ça donnait les voyages intersidéraux. Et du préfixe dé, qui est un préfixe privatif. Autrement dit, dé sidus, qui a donné désir, ça signifie littéralement la nostalgie de l'étoile. On désire toujours décrocher la lune. Comme on désire ce qui nous manque, on n'en a jamais fini de désirer. Et le désir du savoir est indexé sur ce modèle-là. Nous n'aurons jamais fini de désirer le savoir, nous ne posséderons jamais le savoir. C'est la raison pour laquelle je m'interroge, je vous écoutais tout à l'heure, et je m'interrogeais sur le sens que vous donniez à l'espérance qu'un jour tous les hommes soient en paix. Faut-il y voir dans le mot d'espérance la reconnaissance du fait que ce jour n'arrivera jamais? Parce qu'il faut quand même qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Ce jour n'arrivera jamais. Et néanmoins, le fait qu'il n'arrive jamais ne fait pas de cet horizon un horizon illégitime. Le fait qu'il n'arrive jamais n'en fait pas moins l'idéal régulateur de l'action, ce qui était contenu dans le mot d'espérance plus que dans le mot d'espoir. J'ai aimé entendre le mot d'espérance à cet instant, plus que celui d'espoir. Il y a quelque chose de concret dans l'espoir que je trouve inquiétant. Quand on prétend abolir la haine entre les hommes, en général, on organise des massacres de masse. Donc, restons dans l'espérance de ce point de vue. Et alors, je continue juste dans les confessions de Diotime. De fil en aiguille, le temps presse un peu, donc j'avance un peu dans les confessions de Diotime qui sont absolument magnifiques, dans le récit que fait Diotime et de la naissance des roses, et ensuite de tout ce qu'elle peut dire de ce que Platon appelle le naturel philosophe. Le temps me manque un peu, j'avance plus loin. Elle évoque un peu plus tard une beauté, dit-elle, une beauté merveilleuse, seule offerte à celui que l'amour a éduqué. La beauté en question est une beauté éternelle, sans naissance ni mort, sans croissance ni déclin, ni belle d'un côté et laide de l'autre, ni belle pour certains et laide pour d'autres, non, qui n'apparaît pas comme un visage, ni comme un discours, ni comme une connaissance, située nulle part dans aucun être vivant. Et là, on se dit, bon, on plane, on nage en pleine abstraction, c'est bien joli, mais ça ne veut rien dire. Et pourtant, quand on réfléchit, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de l'expérience qu'on peut faire quand on est face à un coucher de soleil et qu'on dit « c'est beau ». Quand on dit « c'est beau », on ne fait pas une déduction, on éprouve spontanément le sentiment d'une beauté qui se donne à nous comme universelle. C'est un sentiment qui s'éprouve comme universel. Autrement dit, la beauté est accessible non pas à une conscience supérieure, mais à un regard perméable aux merveilles du monde. Et alors, ce qui est beau dans le texte de Diotime, c'est que Socrate se met en scène lui-même sous la forme d'un apprenti à qui la prêtresse de Mantinée enseigne les secrets de l'amour. Et donc Socrate clôt ce récit sur la promesse pour Diotime, la promesse faite par Diotime de posséder l'immortalité chaque fois que l'on vit selon la parole de l'amour. Bon, le texte est absolument magnifique et se termine sous les vivats des convives qui sont émerveillés par ce qu'ils viennent d'entendre. Seulement voilà, les bravos, les vivats des convives sont interrompus eux-mêmes par Alcibiade. C'est-à-dire que, alors que les uns et les autres se congratulaient, débarque, bruyant, Alcibiade, ivre-mort, ou plus exactement ivre-vivant, qui dit « Messieurs, bonsoir, accepterez-vous un homme complètement ivre pour boire avec vous, ou devrais-je repartir après avoir couronné Agathon le victorieux, l'homme le plus savant et le plus beau, ce qui est le but de ma visite? Bref, voulez-vous boire avec moi, oui ou oui ?» C'est du Platon, hein. Tout ça, c'est Platon, hein. Et tout le monde, évidemment, acclame Alcibiade. Mais sois le bienvenu, frère, dans notre assemblée, dans notre banquet.
Tout le monde acclame Alcibiade. Et alors Alcibiade voit Agathon et il veut lui mettre, ceindre son visage, son crâne, des fameuses bandelettes du vainqueur, et donc il s'approche pour déposer les bandelettes, il enlève ses propres bandelettes pour les poser sur la tête de son hôte, et comme il est vraiment bourré, mais il ne voit pas que Socrate est assis à côté d'Agathon. Et qu'au moment où il s'assoit, Socrate lui-même, hop, se décale d'une place. Et en fait, Socrate se décale d'une place tout simplement pour éviter d'avoir Alcibiade qui s'assoit sur lui. Et donc Alcibiade s'assoit, tourné vers Agathon, qu'il essaie d'embrasser gentiment, tout en lui mettant les bandelettes sur le front. Et tout en se défendant gaiement des embrassades d'Alcibiade, Agathon parle à l'esclave et lui dit « Petit, déchausse Alcibiade afin qu'il soit le troisième à notre table. » Comment le troisième? Mais qui est le troisième? Dit Alcibiade. Et là, il fait un bond en arrière, il voit Socrate. Et il dit « Socrate, tu apparais toujours où on ne t'attend pas. Que viens-tu faire? Pourquoi es-tu là ?» Et à partir de là, en fait, le banquet prend un tour. Alors, on est au maximum de la rigolade, de la plaisanterie. On n'est pas dans la paillardise, mais on est dans la plaisanterie. On est dans la joie des libations. Vous connaissez cela. On est au moment où les libations sont joyeuses, sont gaies. Seulement, voilà, Alcibiade, à ce moment-là, se propose, puisque tout le monde a parlé d'amour, de parler lui-même d'amour et de raconter comment Socrate lui a brisé le cœur. Et évidemment, il faut comprendre que, élément de contexte, Alcibiade est le plus bel homme d'Athènes. Je veux dire, on ne se refuse pas à Alcibiade. Et on ne refuse pas Alcibiade. Socrate, lui, est laid comme un crapaud. Il en fait lui-même un argument de vente, si j'ose dire, et la preuve de sa beauté intérieure. Il a le nez camus, il a les yeux protubérants. Écoutez ça même, Alcibiade, c'est Alcibiade qui le décrit. Avec son nez camus et ses yeux protubérants, Socrate est tout pareil à l'un de ces silènes qu'on voit exposés dans les ateliers des sculpteurs et que les artistes représentent avec un pipeau ou une flûte à la main. Si on les ouvre en deux, on voit qu'ils contiennent à l'intérieur des statues de Dieu. Autrement dit, la hideur apparente de Socrate est un gage de sa beauté intérieure. Et à cela s'ajoute le fait que Socrate ressemble au satyre Marsyas, qui de sa flûte charmait les hommes par les airs divins de sa musique. Et avec de simples paroles, Socrate, lui, se conduit exactement de la même manière, obtient le même résultat. « Tu es un sorcier, Socrate, lui dit Alcibiade. Tu es un sorcier. Quand tu parles, tu as l'air d'improviser et tu touches le cœur et le trouble s'empare de nous. Mais maintenant, dit-il après ce préambule, je vais vous montrer le vrai pouvoir de Socrate. Vous avez remarqué que Socrate aimait bien la compagnie des beaux garçons. Eh bien, en vérité, qu'on soit beau, figurez-vous, dit Alcibiade, cela n'a aucune importance pour lui. Il méprise la beauté autant que la richesse ou que n'importe quel avantage que la foule trouverait enviable. Tous ces biens n'ont aucune valeur à ses yeux. Qu'est-ce qui te permet, Alcibiade, de dire une chose pareille? Écoutez-moi. Comme je le croyais sérieusement épris de ma beauté, j'espérais bien, en retour du plaisir que je ferais à Socrate, apprendre de lui tout ce qu'il savait, car j'étais merveilleusement fier de ma beauté. Et dans cette pensée, moi qui d'ordinaire ne me trouvais jamais seul avec lui, je renvoyais cette fois-ci mon serviteur. Et comme nous n'étions que tous les deux, je croyais qu'il allait se mettre à parler comme un amant s'adresse à son bien-aimé, et j'étais tout heureux. Eh bien, pas du tout. Il me parla comme à l'ordinaire, passa la journée avec moi et s'en alla le soir venu. Alors, je l'invitais à partager mes exercices de gymnastique. Et je m'entraînais avec lui. Il faut savoir que les exercices de gymnastique se faisaient tout nus. Et je m'entraînais avec lui, pensant ainsi que j'arriverais à quelque chose. Souvent même, nous luttions ensemble et sans témoin. Et que vous dire? Mais je n'en fus pas plus avancé. Je l'invitai donc à dîner.
ce qu'il mit un certain temps à accepter. Quand il se laissa convaincre, il arriva, dîna et repartit aussitôt. Je l'invitai une nouvelle fois, prolongeai délibérément la conversation jusqu'à une heure si tardive que quand il voulut partir, je pus le forcer à rester. Il était donc couché sur le lit qui touchait le mien et où il avait dîné, et personne ne dormait dans l'appartement que nous deux. Et là, évidemment, les convives commencent à sourire, et Alcibiade les arrête immédiatement et leur dit « Attendez, ce qui vient, je n'ose vous le dire que parce que je suis ivre. Je suis comme une vipère, comme celui qu'une vipère a mordu. Et je ne peux en parler que devant ceux qui ont été mordus comme moi, parce qu'eux seuls peuvent comprendre ce qu'on a osé dire ou faire sous le coup de la souffrance. J'ai été mordu au cœur ou à l'âme par la philosophie, dont les discours pénètrent plus vite que le venin du serpent, l'âme d'un jeune homme bien fait. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, les amis. Et vous, les esclaves, bouchez-vous les oreilles. » C'est dans le texte. Et Alcibiade raconte qu'il est allongé contre Socrate, à la lumière d'une seule bougie, dans la douceur de la nuit. C'est dans le texte. Socrate, tu dors? Pas du tout. Sais-tu ce que je pense? Quoi donc? Je pense que tu es un amant digne de moi et que tu hésites à en parler. Or, il est tout à fait stupide de ne pas te faire plaisir en ceci, comme en toute chose où tu pourrais avoir besoin de moi. En échange, peut-être pourrais-tu me rendre un peu meilleur que je ne suis. Qui peut m'y aider plus que toi? Et la réponse de Socrate est extraordinaire, et nous vivons toujours encore aujourd'hui sous le régime de la réponse que Socrate lui fait ce jour-là. Mon cher Alcibiade, tu vois sans doute en moi une beauté peu commune et bien différente de la tienne. Mais alors, si tu veux échanger ta beauté contre la mienne, c'est toi qui fais une affaire. Car tu échanges l'apparence de la beauté contre la réalité de la beauté, comme on échange du cuivre contre de l'or. Regarde mieux, Alcibiade, regarde-moi, je ne suis rien. La vision de l'esprit ne commence à être pénétrante que quand celle des yeux se met à perdre de son acuité. Tu en es encore loin. Traduction. Traduction. Je t'aime trop pour coucher avec toi. Nous nous aimons trop pour cela. On appelle ça l'amour platonique. Nous avons trop de désirs l'un pour l'autre pour nous laisser aller à ce désir qui, en lui-même, ne débouche que sur rien, ou le sentiment d'avoir réalisé l'abîme après avoir espéré la fusion. Ah, nous allons nous griser d'illusions pendant quelque temps, mais et après? Et après, que ferons-nous du dépit? Que ferons-nous du dépit qui s'ensuit? Nous avons mieux à faire, toi et moi, nous avons des joies plus consistantes qui nous attendent. Plutôt que de faire l'amour, nous allons essayer de comprendre. Alors par exemple, plutôt que de faire l'amour, lui dit Socrate, nous allons essayer de comprendre pourquoi tu es beau. Plutôt que d'être fasciné par la beauté de ton corps, je préfère me demander ce qu'est la beauté elle-même. Et pourquoi, à coup sûr, je peux dire de ton corps qu'il est beau? Faut-il que je sache ce qu'est la beauté pour la reconnaître en toi? Si je sais ce qu'est la beauté, puisque je la reconnais en toi, pourquoi ne pas partir à la recherche de la beauté? La beauté, non pas la beauté périssable d'un individu qui finira par vieillir et qui sera laid comme tout le monde. Non, pas cette beauté-là. Non, la beauté dont tu es provisoirement le symbole ou l'exemple et dont par ton apparence tu témoignes. Je vais me servir de la beauté de ton corps comme d'un marchepied au lieu d'être dupe d'elle et de m'y perdre. Autrement dit, Socrate adresse à Alcibiade la première leçon de philosophie de l'histoire. La première leçon de philosophie de l'histoire qui est aussi le premier râteau qu'un homme inflige à un autre. Et je voudrais finir là-dessus parce que ça me paraît essentiel, parce que le banquet s'achève sur ce râteau d'Alcibiade et le dépit qui s'ensuit.
Je voudrais terminer là-dessus parce que il y a là une alternative que je veux livrer à la sagacité de chacun. Socrate n'a pas tort de se refuser à Alcibiade, ou en tout cas, Socrate n'a pas tort de montrer à Alcibiade qu'il existe dans la vie d'autres façons de s'aimer que celle-là, qu'il existe d'autres Vénus que la Vénus populaire, et qu'on a parfois mieux à faire avec l'autre, ou qu'en tout cas, on ne fait pas grand-chose quand on ne fait que cela. Et donc, il n'a pas tort de dire tout cela, et il n'a pas tort de dire qu'une existence qui serait vouée au désir de reproduire la fornication est une existence qui en elle-même est une vie d'esclavage, qui culminera dans le malheur de ne plus y parvenir. Et donc, il n'est pas faux de se méfier de cela. Mais dans le même temps, que vaut une métaphysique qui justifie que deux êtres qui s'aiment, comme c'est le cas d'Alcibiade et de Socrate, ne fassent pas l'amour? Et ça, c'est la lecture que Nietzsche propose de Platon, où il voit derrière le désir de connaissance, derrière le goût de s'élever au-delà des réalités charnelles vers un savoir plus consistant, Nietzsche repère ce qu'il appelle essentiellement la calomnie du corps. La calomnie du corps, le refus du corps, le rejet du corps. Il fait la généalogie morale d'une telle ambition, et ce qu'il repère derrière cette ambition, c'est la peur du corps, c'est la calomnie du corps, c'est, dit-il, in fine, et dans son esprit c'est la pire injure, du christianisme avant l'heure. Et alors, en vérité, donc il existe une autre façon de répondre à Platon, moins radicale, c'est celle que propose Camus. Et je voudrais vous la proposer parce qu'elle est si belle. Camus est le premier à savoir que le bonheur ne dure pas. La vie est absurde, nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout, on a changé de monde, nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout, on va y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là, c'est l'absurde. La vie n'a pas de sens, et l'absurde, c'est la rencontre entre cette demande de sens et l'absence totale de réponse du monde. Mais, dit Camus, la vie est absurde, rien ne dure, tout est promis à disparaître. Mais, dit Camus, est-ce une raison pour tourner le dos au bonheur? Le fait qu'une petite voix nous dise à l'oreille chaque fois qu'on est heureux, dépêche-toi mon grand, ça va pas durer, est-ce une raison suffisante pour ne pas être heureux? Ne pas être heureux parce que le bonheur ne dure pas, c'est aussi con que se suicider parce qu'on a peur de mourir. Autrement dit, et c'est la phrase de Camus est sublime, Socrate refuse Alcibiade parce que le désir physique, le plaisir physique n'a qu'un temps. Et en cela, il n'est pas consistant. À cela, Camus répond à 20 ans, à la fin de Noces, qui est son plus beau texte, dans le texte qui s'appelle Le désert, il répond de cette manière, il dit « Même si je la souhaite... » Non, ici encore, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. Voilà, Platon ou Camus, c'est à vous de décider. Merci de votre attention. Mon frère, vous avez la parole. Merci, vénérable maître, dignitaire de la Grande Loge de France et des obédients amis, mes très chères sœurs, mes très chers frères, mesdames et messieurs. À l'issue de cette soirée qui, je n'en doute pas, fera date dans la Grande Loge de France, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus aussi nombreux, aussi bien ceux qui sont en bas que ceux qui sont en haut, et ensuite remercier la respectable loge Le Banquet, son vénérable maître et bien sûr l'ensemble de son collège d'officiers d'avoir organisé cette conférence débat, et enfin
remercier M. Raphaël Antoven d'avoir accepté de venir nous parler et par là même nous instruire, nous éclairer, nous édifier, certes sur le plan moral du terme, mais avec cette connotation si particulière que ce mot renferme sur le chantier des francs-maçons qui, jour après jour, construisent le temple universel de l'humanité, comme avant eux le firent ceux qui œuvraient sur le chantier des cathédrales. Ces remerciements, monsieur et cher maître, sont dus certes au temps que vous nous avez consacré ce soir, mais aussi à ce sens pédagogique si particulier qui est le vôtre, faisant que, en votre compagnie, la philosophie devient ce qu'elle devrait toujours être, à savoir un plaisir, une joie, un bonheur par lequel on apprend d'abord à vivre avant d'apprendre à mourir. C'est pourquoi je vous décerne le titre de maître, si important dans notre culture maçonnique qui dépasse bien au-delà de la caractéristique de celui qui sait, désigne surtout celui qui transmet, celui qui initie, c'est-à-dire celui qui permet à l'autre de commencer une nouvelle vie située au-delà des intérêts matériels, des préjugés vulgaires et de tout ce qui peut contrarier la quête de la sagesse et de la connaissance. Reste que les francs-maçons de la Grande Loge de France ne sont pas tous des philosophes de votre niveau, mais plus simplement des hommes libres, issus de tous les horizons sociaux et culturels, qui pratiquent l'amour de l'autre et la quête de vérité. C'est-à-dire les deux termes du sujet que vous venez de traiter avec une maîtrise que nous avons tous admirée, mais avec une petite différence. Si l'amour doit être prodigué à chacun et à tous, sans réserve aucune, au nom du principe que tout homme est d'abord mon frère, la vérité que nous cherchons, nous savons que nous ne la trouverons jamais, sauf peut-être au moment du passage à l'Orient éternel que les profanes nomment la mort. Les frères de la Grande Loge de France sont donc individuellement Socrate, Agathon, Pausanias, Aristophane, Phèdre, Alcibiade, Eryximax ou Aristodèle, à la recherche du sens de la vie et de la meilleure manière de la conduire, puisque, naturellement, l'homme, comme dans le banquet, sait qu'il n'est pas parfait, mais qu'il est perfectible. Car pour nous, c'est bien la quête de vérité qui est fondamentale, plus que la vérité elle-même, puisqu'elle nous change jour après jour en nous rendant plus réceptifs aux autres, plus disponibles pour les accepter tels qu'ils sont, pour les aider. La franc-maçonnerie n'est pas un système philosophique, mais une école mutuelle de la maïeutique socratique, par laquelle chacun peut faire sortir de lui ce qu'il ne sait pas qu'il s'y trouve en lui. De là à penser que le jardin d'Académos a été, sinon la première loge maçonnique, du moins le lieu dont fut issu ce processus que Socrate, le maître de Platon, a défini dans cet axiome, même s'il n'en fut peut-être pas l'auteur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Il n'y a pas à franchir qu'un pas, mais un pas bimillénaire. C'est pourquoi les francs-maçons de la Grande Loge de France ne dédaignent pas la philosophie, mais je vais vous faire une confidence que vous ne répéterez pas. Après 40 années passées dans cette obédience, je ne saurais pas vous dire s'ils sont platoniciens, aristotéliciens, pythagoriciens, épicuriens ou stoïciens. Un peu tout de cela, sans doute, tant leurs origines sociales,
culturelles, spirituelles, ethniques ou professionnelles sont différentes, plurielles et infinies, tant les origines culturelles de la franc-maçonnerie sont anciennes et diverses, véritables symbioses de multiples apports. Je note cependant que nombre de points entre votre pensée et la nôtre se rejoignent bien souvent, surtout, il va sans dire, en matière d'éthique et de progressisme, comme le montre votre dernier livre, L'esprit artificiel, sous-titré « Une machine ne sera jamais philosophe », puisque le thème des questions à l'étude des loges que j'ai décidé de soumettre cette année à nos membres est précisément l'intelligence artificielle. Mais peut-être accepterez-vous de revenir ici même nous parler de ce sujet, car soyez-en bien persuadés, vous serez toujours le bienvenu parmi nous. Comme je l'ai précisé en préambule, la respectable loge Le Banquet est à l'origine de cette soirée et, effectivement, cette référence à Platon est importante. Non pas seulement parce que Le Banquet est sans doute l'un des textes les plus fondamentaux de la philosophie occidentale, mais encore parce qu'il est centré sur ce qui est probablement la chose la plus importante au monde, l'amour. Cette notion qui, dans ce texte de plus de 2000 ans, y est développée dans ses multiples aspects. Vous l'avez analysé bien mieux que moi et je ne me permettrai pas d'y revenir. Sauf à souligner 2 points. Le premier est celui de la beauté, thème récurrent dans ce dialogue qui, pour nous, occupe une place particulière, essentielle dans nos rituels, car elle est celle qui orne le temple que nous édifions. Et c'est pour cela que si je ne devais retenir qu'une seule phrase du banquet, je choisirais celle-ci. Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est au moment où l'homme contemple la beauté qui est en lui. Le second est que ce texte est d'abord un dialogue dans lequel se font entendre des voix différentes et que, naturellement, le dialogue est la base même de notre méthode maçonnique, faite d'écoute et d'échange, mais toujours dans le respect absolu de l'opinion de l'autre. Oui, nous nous enrichissons mutuellement les uns les autres comme nous nous sommes enrichis ce soir en votre compagnie, mon cher Raphaël. Au terme de cet échange privilégié, par lequel nous progresserons encore, tout à la fois individuellement et collectivement, puisque la franc-maçonnerie fonctionne ainsi depuis ses origines et continuera à le faire dans la liberté, la ferveur et la joie. Je ne voudrais pas clôturer mon intervention sans exprimer toute ma gratitude aux frères qui ont honoré ce soir la colonne d'harmonie vivante, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Et je vais essayer de ne pas dissoudre votre étonnement, mon cher Raphaël, en vous remettant donc le beau livre de la Grande Loge de France qui retrace les 3 siècles de cette obédience de tradition, de spiritualité, d'humanisme et de fraternité. Et tout à l'heure, je vous remettrai également le livre blanc qui tourne donc sur la thématique de la fin de vie. Cette fin de vie qui a été traitée par donc 31 000 membres de la Grande Loge de France et ses 950 loges. Ce livre blanc qui a été remis au Président de la République, à Madame la Première ministre et ministre de la Santé au mois de décembre, et puis à l'ensemble des parlementaires. Et nous avons reçu de nombreux retours. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à vous connecter sur le site de la Grande Loge de France et vous pourrez le télécharger et en prendre connaissance. Voilà, mes très chères sœurs, mes très chers frères, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et j'exprime encore une fois de plus toute mon amitié et mon affection au vénérable maître de cette respectable loge ayant pour titre distinctif le banquet, mon cher Jean Thomas, à toi, à l'ensemble
du collège d'officiers et à l'ensemble des frères. Merci à vous.